Oui, on va très bien. Donc, aujourd'hui, la présentation porte sur le projet de partenariat pour les milieux naturels. On vous présente le volet protection, le volet connaissance et le volet réserve naturelle. Donc, je répète, on est accompagné de Mme Gwenaëlle Evan, directrice des programmes d'acquisition chez Conservation de la Nature Canada. Et on a aussi Mme Christine Bélanger, qui est gestionnaire principale des programmes et du développement pour la Fondation de la Faune du Québec. Gwenaëlle, je te passe la parole. Bonne présentation. Merci beaucoup pour l'introduction. Comme Véronique nous a bien dit, je vais vous présenter le volet acquisition de connaissances et réserves naturelles du nouveau programme qui s'appelle Projet de partenariat pour les milieux naturels, communément appelé le PPMN. Ça fait plus court. Moi, c'est Gwenaëlle Evan et je suis directrice programme d'acquisition à Conservation de la nature. En ce moment, on a eu une première mesure de 13 millions de dollars et elle est en opération. C'est pour les années 2019 à 2022. On a récemment eu une très belle annonce d'une bonification de 40 millions de dollars et ceci à dépenser avant la fin mars 2023. Donc, ça, c'est pour tous les organismes de conservation du Québec. On a des ententes particulières en ce moment avec Corridor appellachien et Nature Action Québec, ainsi qu'avec la Fondation de la Faune qui sera responsable de distribuer les fonds à tous les membres tous les autres membres du réseau des milieux naturels protégés, du RMN. Donc, pour vous mettre un peu en contexte, là, CNC, Conservation de la nature, a signé une convention là, de cofinancement avec le MESCC et cette convention vise le développement du réseau d'aires protégées en terre privée au Québec par le biais de protection du territoire, d'acquisition de connaissances scientifiques, par l'établissement de réserves naturelles en milieu privé et par l'intendance des territoires qui sont protégés. Ce financement nécessite un appariement financier de 1 pour 1, ce qui veut dire qu'il y aura un investissement total là, de 80 millions de dollars pour la bonification de 40 millions. C'est accessible à l'ensemble des organismes de conservation du Québec. Bon, plus particulièrement pour le volet protection que vous connaissez probablement déjà, il a été bonifié, donc il y a un montant disponible pour les organismes partenaires de 12 800 000 $ et c'est pour protéger des territoires qui s'inscrivent au registre des aires protégées du Québec. Donc, c'est par des acquisitions en plein titre, des donations, des ventes à rabais ou l'établissement de servitudes réelles et perpétuelles. Excusez-moi, j'ai accroché la souris. Donc, la portion en donation de la valeur du terrain, s'il y a une donation, elle peut être appariée dans le 1 pour 1. Donc, ça peut être utilisé comme contrepartie et il faut utiliser donc pour justifier le prix d'achat la JVM qui est établie dans un rapport d'évaluation foncière ou la valeur municipale. Les acquisitions doivent se faire avant le 31 décembre 2022. Comment on évalue les projets ou l'admissibilité des projets? C'est avec, entre autres, la taille des sites ciblés, la diversité des milieux naturels recensés, la connectivité est prise en compte, donc s'il y a une proximité avec d'autres boisés ou d'autres aires protégées, le degré d'intégrité du milieu,
Le caractère exceptionnel, s'il y a des espèces à statut, une forêt exceptionnelle, des éléments fauniques d'intérêt, etc. Et aussi le coût de réalisation de chaque projet est pris en compte. Quelles sont les dépenses qui sont admissibles? Donc, les dépenses, elles sont rétroactives au 1er avril 2020 jusqu'au 31 décembre 2022. Le coût d'achat est admissible, donc les droits de mutation et les autres frais fonciers. Le PPMN couvre aussi le fonds de dotation. Il peut aller jusqu'à 20 de la juste valeur marchande ou de la valeur municipale. Il y a un minimum exigé de 15 000 à inscrire au fonds de dotation, jusqu'à un maximum de 250 000 par projet accepté. Il y a des exceptions, ça peut aller jusqu'à 750 000 si il y a une approbation préalable du comité d'évaluation de projet. Donc, toujours 20 de la JVM. Les honoraires professionnels, ressources humaines de l'organisme sont couverts, les frais juridiques incluant les frais pour les rapports sur les titres, les frais d'évaluation foncière, d'arpentage, des transferts fonciers, TPS, TFQ, et les frais de rédaction pour les plans de gestion. Donc, fait à noter aussi pour avoir accès aux fonds, c'est que les transactions doivent absolument se conclure. Donc, ce qui est à noter, c'est ça, c'est que les frais pour le démarchage et les négociations ne seront pas couverts dans le volet protection si il n'y a pas d'acte notarié ou de transaction conclue. Ça serait plutôt à travers le volet intendance où on pourrait aller chercher ces fonds-là. Ça sera présenté là, dans un webinaire là, le 25 mai prochain. Donc, aussi, ce qui est à noter, c'est que les rapports d'évaluation, les recherches sur les titres trentenaires et les descriptions techniques réalisées doivent correspondre à des mandats types. Donc, les mandats types, je cherche un mot, là, les formats seront soumis par la FFQ ou par Corridor Appalachien là, pour ses membres affiliés. Les fonds aussi PPMN ne sont pas admissibles pour le fonds de dotation s'il y a un futur transfert prévu à une municipalité ou au gouvernement du Québec. Donc, ça, c'est seulement pour le fonds de dotation. Aussi, les frais associés à des demandes de réserve naturelle pour les nouveaux sites acquis dans le cadre du PPMN sont admissibles dans le cadre du volet protection. Donc, si on a fait une acquisition déjà dans ce volet, ben, on peut faire une demande de réserve naturelle avec les fonds PPMN. Puis aussi, il y a des fonds disponibles pour communiquer les réalisations, donc à travers de communiqués de presse, annonces, etc. On aura plus de détails avec Christine Bélanger tout à l'heure. Donc, quels seront les livrables requis? Des actes d'acquisition ou de servitude réelle et perpétuelle signés, intégrant la clause de protection à long terme du MELCC. Un rapport sur les titres incluant tous les actes de servitude associés de passage ou de puisage d'eau de droit quelconque. Puis, selon le mode de détermination de la valeur que vous avez utilisé, soit par une évaluation foncière ou un extrait du rôle municipal certifié par le greffier ou le secrétaire trésorier de la municipalité si vous avez utilisé la valeur municipale pour justifier la valeur de l'achat.
Si aussi il y a eu une description technique ou un plan d'arpentage de fait, si ça n'avait pas été un lot rénové, par exemple, ben, on va nécessiter ce livrable. Et il nous faudra aussi les fichiers de forme, donc les shapefiles des propriétés acquises. Comment on pourra appliquer? Ben, c'est à travers la Fondation de la Faune ou pour les membres affiliés de Corridor Appalachien, ça sera à travers Corridor Appalachien. Je vais passer la parole à Christine Bélanger qui va nous expliquer les programmes associés au volet protection. Merci Gwenaëlle. Bonjour tout le monde. Écoutez, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, donc sachez que tout ce qui a été dit par Gwenaëlle dans les activités admissibles se retrouve parfaitement bien dans notre programme que certains d'entre vous connaissez déjà, le programme Protéger les habitats fauniques. Donc, c'est vraiment par ce programme-là que toutes les activités admissibles du volet protection qui vient d'être présentées par Gwenaëlle vont pouvoir se retrouver. Alors, on peut regarder un petit peu, là, deuxième diapo, Gwenaëlle, en résumé. C'est quoi les objectifs du programme pour vous faire un rappel ou pour ceux qui le connaissent moins? C'est vraiment d'offrir un soutien financier aux initiatives de protection des habitats à haute valeur faunique par la conclusion d'ententes de conservation ayant une portée juridique avec des propriétaires de terres privées. Les objectifs principaux sont d'abord de protéger à long terme les habitats fauniques exceptionnels et menacés sur terre privée, assurer aussi le maintien de l'habitat des espèces désignées menacées ou vulnérables et bien sûr favoriser la connectivité entre les différents habitats fauniques. Les faits saillants de notre programme, dans le fond, sachez que notre budget annuel, c'est quand même seulement 300 000 par année. Donc, évidemment, lorsque c'est seulement la fondation, on ne peut pas se permettre de soutenir des projets de très grande envergure, mais heureusement qu'avec la super entente PPMN maintenant, on est capable de bonifier notre budget bien au-delà. Pour cette année actuellement en cours, l'entente qu'on a présentement, c'est un 400 000 supplémentaire qui s'ajoute. Mais bien entendu, avec ce qu'on a su comme ajout pour aller jusqu'en 2022, on va pouvoir bonifier davantage les montants. Ça reste à être déterminé, mais sachez qu'il y a des fortes chances que ce soit plus que le montant qu'on a déjà de 400 000. Donc, ça va être au minimum un autre 400 000 supplémentaires. Donc, ça nous donne un bon coup de pouce pour être capable de soutenir plus de projets et à plus grande envergure aussi. Les dépenses admissibles sont rétroactives depuis le 1er avril 2020 et vont aller jusqu'au 31 décembre 2022. Je répète un petit peu, mais c'est important parce que là, c'est dans le cadre de notre programme à nous. Les nouvelles dépenses admissibles, parce que je vous inviterai tantôt à aller voir vraiment nos documents d'information sur nos programmes. Vous allez déjà avoir tout en place les critères d'admissibilité et les dépenses admissibles, mais ceux qui sont nouvelles, c'est bien le fonds de gestion qui maintenant pourra aller jusqu'à 20 de la juste valeur marchande de la propriété, alors que d'habitude, notre programme prévoit seulement 10 On ne donne pas non plus de plafond maximal pour vous aider dans le fonds de gestion. Oui, Gwenaëlle en a nommé un qui est très élevé, mais nous, on limitait à 30 000 dans notre programme, alors ça ne sera plus le cas. Puis ça me surprendrait qu'on aille jusqu'à 250 000, mais bon. Donc, je peux dire qu'il n'y a pas de plafond maximal pour le fonds de gestion. Caractérisation écologique de la propriété, ce sera admissible et habituellement, dans nos programmes, protéger les habitats, ça ne l'était pas. On ne finançait pas pour les rapports de caractérisation. On jugeait que les promoteurs devaient arriver avec leur projet déjà prêt, avec la caractérisation déjà réalisée. Mais là, cette fois-ci, ça sera le cas, mais on va être capable de la rembourser. Ah oui, j'avais rajouté une petite note, tantôt elle l'a mentionné, Gwenaëlle aussi, mais important, le montant minimal du fonds de gestion que vous devez accorder, c'est 15 000 au total, peu importe la juste valeur marchande de la propriété qui sera acquérir. Alors, c'est une condition de l'entente PPMN. Les communications, Gwenaëlle en a parlé un petit peu. C'est intéressant parce que dans le fond, tous les frais qui sont associés à l'organisation d'événements qui va viser à souligner les résultats de votre projet vont être admissibles. Chose aussi qui ne l'était pas avant. Donc, honnêtement, on vous invite vraiment à penser davantage à comment faire valoir votre projet, comment vraiment mettre en valeur les résultats de votre projet, puis on sera là pour les soutenir cette fois-ci. Donc, en détail, on peut vous dire que ça inclut la conception, la production et l'impression de documents, la planification, la tenue d'événements de communication publique,
comme entre autres les conférences de presse, les relations médiatiques visant à promouvoir la réalisation du projet et même la conception, la production, l'installation de signalisation des propriétés afin de reconnaître la contribution des différents partenaires. Alors, ce sera des activités tout à fait admissibles. On vous invite à y penser lorsque vous allez présenter des projets parce que ce n'est pas une habitude que vous aviez avant puisqu'on ne le reconnaissait pas auparavant. Rapport sur les titres de propriété, c'est aussi maintenant une obligation qu'on doit fournir avec l'entente PPMN. Donc, c'est très important pour nous d'avoir le rapport qui va être fait par un notaire et ça sera important de le faire au début ou en cours de projet, mais pas nécessairement à attendre à la fin du projet. Donc, nous, on s'attend à le recevoir pendant que votre projet est en cours. C'est très important parce qu'auparavant, on n'en parlait pas. L'aide financière, le programme protégé habituellement limite à 50 jusqu'à 50 000 et là, ce ne sera pas le cas. C'est jusqu'à 75 des coûts admissibles et on n'aura pas de plafond maximal non plus pour le montant accordé. Donc, on vous laisse la latitude le plus possible pour nous présenter des bons projets aussi de grande envergure, souvent avec potentiellement plus de superficie protégée. Documents importants à fournir. C'est la base au début lorsque vous présentez votre projet. C'est un petit rappel ici, vous allez avoir toute l'information dans le document. Rapport d'évaluation foncière de la propriété ou de la servitude, pour nous, c'est une obligation de base, à moins qu'il y ait une évaluation vraiment municipale, mais qui soit approuvée, qui soit très à jour et qu'il y ait eu des comparatifs récemment avec d'autres propriétés qui ont été acquises tout juste à côté. Sinon, on y va vraiment pour un rapport d'évaluation de juste valeur marchande fait par un évaluateur agréé indépendant. L'option d'achat, ou encore une lettre d'engagement du propriétaire qui veut bien vendre sa propriété ou établir une servitude dessus. Le rapport de caractérisation écologique, on en a clairement besoin pour comprendre la valeur écologique de votre propriété. Et les cartes détaillées qui sont très importantes, autant la localisation de la propriété, mais aussi dans son contexte régional. C'est important de notre côté pour qu'on le présente ensuite au comité scientifique qui puisse bien comprendre la globalité du projet. Les dates de tombée importantes à retenir, ils ont changé au cours des dernières années. On s'en excuse, mais on essaye d'optimiser le plus possible avec les budgets qu'on a. Donc, c'est 1er novembre et 1er avril. Mais sachez qu'avec le nouveau financement qu'on a, PPMN, on veut laisser encore une fois de la latitude. Donc, on s'enligne vraiment pour lancer une date supplémentaire uniquement pour les projets admissibles PPMN autour de l'hiver 2022. Alors, ça fait le tour pour l'instant pour le volet protection. Super. Merci. Merci, Gwennaëlle. Merci, Christine. On va prendre quelques minutes pour répondre aux questions des participants, des auditeurs. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire directement dans la boîte de questions. Et je vais les relier à mesdames. Sinon, vous pouvez demander par le petit onglet « Main levée » pour prendre parole directement avec un micro ouvert. Je voudrais revenir sur un point. Entre autres, on a parlé des fonds de dotation. Vous avez mentionné qu'il n'y avait pas de plafond maximal. Moi, je l'ai mentionné pour les programmes de la Fondation, le programme Protéger les habitats. Et donc, il y a un minimum de 15 000 qui va être alloué au fonds de dotation, mais dans les cas où la valeur d'achat d'une propriété est moindre de 15 000 habituellement, il va avec un pourcentage. Est-ce que ce 15 000 va tenir pareil, même si la valeur du terrain est de quelques milliers de dollars? Oui, effectivement. La réponse est oui. Donc, nous, on va financer, c'est le fonds de dotation. Il faut comprendre que c'est le fonds de dotation au complet qui doit être de 15 000 et non pas la demande qui est adressée à la Fondation. Mais oui, peu importe la valeur, même si c'est moins que 15 000, ce sera un plancher, un montant plancher. Parfait. Merci. Vous avez mentionné, entre autres, Gwennaëlle, au début, c'est les propriétés éligibles, ça serait les propriétés qui doivent s'inscrire au registre des aires protégées. Qu'en est-il des retards d'inscription au registre? Donc, on comprend bien qu'on doit répondre à des critères, mais elles ne seront pas nécessairement affichées sur le registre. Oui, non, c'est ça. Ça prend quelques années là, avant que ça puisse être affiché, mais il faut qu'elle puisse s'inscrire au registre des aires protégées. Donc, de facto, là, quand c'est un organisme de conservation qui acquiert,
elle a la possibilité de s'inscrire. Là, faut toujours valider là, s'il y a certains droits là, qui sont gardés par un propriétaire ou pas. Là. Ça, c'est plus dans le cas de servitude là, qui sont à valider là, si elles peuvent s'inscrire. Donc, c'est pour ça que tous les actes là, de servitude réelle et perpétuelle là, sont validés avant que le financement PPMN soit officiellement octroyé. Pour une première analyse, une liste des critères quelconque va être disponible aussi? Oui, puis il y aura le webinaire la semaine prochaine là, qui vous informera plus sur les critères des aires protégées du Québec là, qui font en sorte que les propriétés puissent s'inscrire au registre des aires protégées. Parfait. Merci. Peut-être un petit ajout, Véronique, que je n'ai pas Oui, dit tantôt. Gwenaëlle a parlé des mandats de type pour les évaluateurs, les arpenteurs. Sachez que dans le programme protégé, on les a tous mis en annexe. Alors, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble le mandat de type, autant pour le notaire, l'évaluateur, l'arpenteur, sont tous bien détaillés dans le programme. Merci. Peut-être on pourrait les partager aussi via la boîte à outils du RMN éventuellement aussi. Puis d'ailleurs, merci. D'ailleurs, je lance l'appel à tous, là, à tous nos auditeurs. Si vous travaillez en collaboration avec des bons auditeurs, des bons arpenteurs, des bons notaires, des gens d'expérience, des experts qui ont cette connaissance-là du monde de la conservation et que vous les recommandez aux autres organismes de conservation partenaires, je vous invite à envoyer leurs coordonnées au RMN et on pourra les rajouter au bottin des professionnels sur notre site web. Dans l'espace membre, c'est souvent une question qui nous revient. Avez-vous quelqu'un à me référer? Je cherche. Donc, partagez, s'il vous plaît. On a une question de Mme Lafrance. Si le transfert d'une propriété est possible à une municipalité sans fonds de dotation, est-ce qu'une acquisition par une municipalité est admissible? Non, elle n'est pas admissible, à moins qu'elle soit faite en indivis avec l'organisme de conservation et la municipalité. Donc, c'est la protection vraiment à long terme là, qui est exigée et l'argent du PPMN, c'est la mesure pour les organismes de conservation du Québec. Parfait. Une autre question de M. Gagnon. La contrepartie doit être de 50 qui est on disait le rapport 1 pour 1, tel que mentionné par CNC, ou de 25 tel que mentionné par la FFQ. Il y a peut-être eu. Oui, c'est ça, c'est pas évident. Je vais essayer de le clarifier. En fait, la contrepartie de 1 pour 1 pour l'ensemble des projets PPMN, c'est le ratio à respecter dans le cadre de l'entente. Mais moi, je me ramène à mon programme protégé. Ce qu'on vous dit, dans le fond, c'est que pour le projet là, que vous allez déposer, moi, je suis en mesure de subventionner jusqu'à 75 de votre coût parce que globalement, avec tous les projets que j'aurai reçus, on va faire l'exercice de notre côté, puis habituellement, on est en mesure, avec la valeur des terrains, d'être capable d'arriver à notre ratio 1 pour 1 qui est demandé dans PPMN. Okay. Et nous, on se laisse une latitude parce qu'on le sait que la valeur des projets va être beaucoup plus élevée que ce qu'on va recevoir seulement un projet à la fois. Donc, nous, on monte pour se laisser des chances un peu d'être capable de sortir et d'aider le plus possible les organismes. Mais c'est vrai que ça peut porter à confusion. Oui, parfait. Donc, de là, on voit la force d'un réseau, la force d'un groupe. Certains organismes qui vont aller chercher une contrepartie plus élevée vont pouvoir soutenir peut-être des projets qui en C'est ça. Donc, c'est ça. C'est à nous de nous en occuper un peu, mais globalement, on estime qu'on va être capable d'avoir le ratio 1 pour 1. Mais il y en a qui vont aller en chercher plus, il y en a qui vont aller en chercher moins. C'est vrai qu'avec les donations, nous autres, ça nous aide beaucoup parce que la valeur des terrains est jugée admissible. Donc, nécessairement, notre ratio, on l'atteint parce qu'on faut voir dans PPMN un seul grand projet et non pas 10, 15 petits projets. On aime ça. On aime ça de même. On essaie de faciliter les choses. C'est apprécié. Une dernière question pour le volet protection. Une question de M. Bessner. Les demandes déjà déposées à la Fondation de la Faune du Québec cette année peuvent-elles être modifiées ou redéposées?
Ben là, les demandes qu'on vient juste de recevoir au 1er avril dernier, on les considère tous pour ceux qui pourraient être admissibles PPMN. Même si vous n'aviez pas le réflexe de le présenter comme étant admissible PPMN, il y a des fortes chances que ça puisse être le cas. Donc, nous, on se penche déjà là-dessus. S'il y a quelque chose de majeur, on va vous contacter, on va vous le dire. Puis sinon, ben, contactez-moi directement, vu que je suis la responsable du programme, on pourra s'en parler au cas par cas, mais je ne vous suggère pas de représenter un nouveau projet, peut-être d'ajuster celui que vous avez, puis on pourra s'en parler là, si vous avez des questions là-dessus. Il est possible que votre projet soit déjà retenu pour être un PPMN sans que vous l'ayez fait automatiquement. Parfait, merci. Donc, je vais vous passer la parole pour poursuivre. Ah oui, j'avais une dernière question. Au niveau des outils en soutien aux organismes de conservation, on a mentionné tantôt qu'il fallait évaluer, par exemple, le degré d'intégrité. Est-ce que ce genre d'outil-là est fourni ou d'orientation est fourni pour que les organismes puissent faire leur analyse préalable? Non? Non, ben, il n'y a En rien de général? fourni. Non, c'est peut-être de mandater des consultants qui font des recherches là, sur le terrain ou valider dans les plans de conservation existants. Ou s'il n'y en a pas, c'est de faire la recherche sur le terrain par un biologiste, là, un expert là, qui fera l'inventaire ou la caractérisation là, du milieu. Là. OK. Donc, un organisme qui doit rentrer dans les critères de charte d'intégrité doit évaluer le degré d'intégrité de son terrain. Ben, si je peux me permettre, Gwenaëlle, je pense que c'est tous les critères, Gwenaëlle a présenté tous les critères qui étaient considérés, mais on ne se doit pas de nécessairement topper à chacun des critères. Là. Je pense que c'est une évaluation globale de dire que généralement, on se base sur un ou un autre critère, mais vous n'êtes pas obligé de correspondre à 100% à chacun des critères. Gwenaëlle, je ne sais pas si tu veux. Oui, c'est ça, j'avais pas compris la question, là, mais c'est ça, c'est la globalité du projet présenté qu'on évalue. Donc, la taille du projet est intéressante, s'il y a de la connectivité avec d'autres milieux protégés, c'est l'ensemble qui est évalué. Là. Parfait. Et on va terminer sur une dernière question de Mme Garot. On revient sur les fonds de dotation. Elle pose la question, il me semble que ça serait difficile pour les petits organismes d'avoir un fonds de gestion d'un minimum de 15 000 $. Pourquoi cette condition? Est-ce que vous pouvez réexpliquer le 15 000 $? D'où provient-il? Comment il est formé? Ben, le 15 000 $ est subventionné par l'entente directement. Donc, il sera donné dans le cadre du projet. Là. Ça sera subventionné par du PPMN. Donc, ça, c'est l'exigence du ministère là, parce que minimalement, là, il faut ça pour être capable de payer ses taxes et faire la gestion de ses propriétés là, dans le futur. Si je ne me trompe pas, souvent les programmes antérieurs, ce fonds de dotation-là devait être cherché et fourni par les organismes eux-mêmes. Maintenant, il peut être obtenu à partir du PPMN. Donc, on peut en faire la demande au même titre qu'on demande des fonds pour faire de l'acquisition. Oui, ben, exactement. Puis, mais avant, il y avait aussi des programmes comme le programme de la FFQ là, qui finançait 7 8 On a monté à 10. de la valeur. Pardon, ouais, 10 Puis, il y avait aussi le MELCC dans leurs anciens programmes là, qui couvrait là, une portion, là, un pourcentage de la valeur. Oui. Parfait. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions pour le volet numéro 1, on va passer au deuxième. Il en reste une dernière. Donc, si on résume et on reprécise le 15 000 $ du fonds de dotation, 100% du 15 000 $ sera financé par le PPMN. Est-ce exact? Oui, c'est bien ça. Il peut être financé par le PPMN s'il y a besoin, oui, dans votre montage financier, oui. C'est ça. S'il y a d'autres partenaires, tant mieux, mais s'il est demandé, il est admissible sans problème. Puis, comme on a mentionné tantôt, c'est bien de le demander. Si vous en avez besoin, si vous n'en avez pas besoin, vous pourriez laisser les montants pour d'autres organismes afin de faire plus d'acquisitions puis soutenir des contreparties qui seraient peut-être un peu moins élevées. On mentionne que c'est trop beau pour être vrai. Donc, c'est pour ça qu'on l'a répété 3 fois.
Est-ce qu'un fonds de dotation est exigé également pour une servitude? Oui, oui. Il y a quand même de la gestion à faire sur une servitude, valider si toutes les restrictions sont bien respectées à chaque année. Donc, c'est important de suivre sa servitude, de retourner sur le terrain pour valider ça. Donc, c'est des coûts et il vous faut le fonds de gestion pour ça. Et on reconfirme, le fonds de dotation est bel et bien financé à 100%? Oui, Car il n'y a pas de plafond maximal. oui, Là, les postes plafond maximal, c'est au niveau des programmes de la Fondation. Avant, on limitait à 30 000. Maintenant, on ne donne plus de plafond. Mais Gwenaëlle a parlé du plafond de 250 000. Pour l'ensemble. Pour l'enveloppe. Oui. Entre 15 000 et 250 000. C'est bon. Et moi, je ne pourrais jamais aller à cette hauteur-là. Il faut être logique aussi. Il faut y aller avec où on est situé, avec l'évaluation de ce qu'on a besoin réellement, puis des risques, des placements financiers, etc. Ça, c'est une autre paire de manches, une autre discussion. Allez, mesdames, je vous laisse la parole pour la suite des choses pour le volet acquisition et connaissance. Merci, Véronique. Donc, il y a un montant de disponible dans ce volet-ci de 945 000 pour les organismes partenaires. Donc, c'est pour faire de l'acquisition de connaissances scientifiques et de la sensibilisation dans le but de protéger les milieux naturels qui seraient voués à la conservation et rencontreraient la définition d'une aire protégée au sens de la LCPN. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de l'acquisition de connaissances scientifiques, donc à travers des plans stratégiques pour établir les priorités de conservation, des plans de conservation également. C'est pour faire des inventaires écologiques de propriétés qu'on a ciblées pour acquisition ou servitude réelle et perpétuelle de conservation. On peut faire de la sensibilisation à travers des cahiers de propriétaires, de la production de documents afin d'engager un propriétaire, l'organisation d'activités de sensibilisation, puis de la production de panneaux ou de feuillets d'interprétation. Quelles sont les dépenses admissibles? Donc, les honoraires professionnels et ressources humaines de l'organisme, les coûts de réalisation d'inventaire terrain, des dépenses relatives à la rédaction de plans de conservation régionaux ou écorégionaux au sein de secteurs ciblés pour l'établissement d'aires protégées, les démarches de conservation volontaire en ciblant prioritairement des secteurs permettant la consolidation d'aires protégées déjà existantes, la production de documents et encore l'organisation d'activités de sensibilisation à l'importance de protéger les milieux naturels. Donc, on pourra appliquer à travers la FFQ. On aura plus de détails tout de suite avec Christine. Et pour les membres affiliés de Corridor Appalachiens qui vont appliquer directement à travers ACA. Je passe la parole à Christine Bélanger. Merci. Les activités qui viennent d'être mentionnées par Gwenaëlle sont effectivement tous admissibles dans 3 de nos programmes d'aide que certains d'entre vous connaissez déjà. Donc, en résumé, on a le programme Agir pour la faune. Le programme Agir pour la faune, c'est le programme quand même le plus large à la Fondation, mais il y a 3 champs d'intervention principaux. On travaille sur les rives du Saint-Laurent, on travaille sur la faune en déclin, mais qui n'est pas désignée menacée ou vulnérable, et on travaille sur la faune urbaine et les projets en collaboration avec les municipalités. Donc, pour les activités qui ont été mentionnées, c'est dans ce programme-là que vous pourriez déposer comme à l'habitude, mais si dans l'objectif d'avoir des aires protégées, ce sera admissible dans le financement PPMN. Faune en danger, ce sont tous les projets, encore une fois, les activités qui ont été nommées, mais qui visent essentiellement les espèces désignées ou les espèces désignées menacées ou vulnérables au Québec. Et finalement, le programme Faune forêt qui vise essentiellement les boisés forestiers sur terre privée, travailler avec les propriétaires de forêts privées.
Alors, ce sont dans ces 3 programmes-là à lesquels l'ensemble des activités qui ont été mentionnées, qui déjà sont admissibles dans notre programme, donc c'est rien de nouveau. Mais si vous mettez l'emphase que l'objectif est clair, que le but, c'est d'en arriver à des aires protégées à court ou à moyen terme, il pourrait clairement être admissible au financement PPM. L'aide financière, encore une fois, comme tantôt, on se permet d'augmenter au lieu de limiter à 50 des coûts admissibles, on monte jusqu'à 75 mais le montant maximum accordé ici va s'appliquer encore une fois en fonction des modalités du programme visé. Au contraire de protéger les habitats, ici, on garde nos maximums quand même comme ils sont actuellement dans le programme, mais on permet de la latitude avec le pourcentage. Alors, c'est ce qui va changer dans ces 3 programmes-là. Vous allez avoir les informations dans le document d'information, les 3 documents d'information généraux. Il va y avoir un encore qui va être annoncé pour le PPMN. Prochaine, Gwenaëlle. Date de tombée pour ces 3 programmes-là. Je vous rappelle que c'est le 1er octobre et le 1er février. Comme à l'habitude, ces dates-là n'ont pas changé. Alors, ça reste les mêmes. Alors, on insère vraiment très bien toutes les activités qui sont déjà admissibles à l'intérieur de ces 3 programmes-là. J'ai mis mes coordonnées en bas aussi parce que ça me fera plaisir de répondre à vos questions aussi dans un autre moment ou juste avant de présenter un projet. Chaque gestionnaire de programme est responsable à la Fondation, mais puisque je m'occupe en collaboration avec CNC de l'entente, PPMN, ça sera à moi à laquelle vous pouvez me contacter. Donc, ça va me faire plaisir. Puis, allez vraiment consulter les documents d'information des 4 programmes que je vous ai parlé aujourd'hui. Il n'y a pas, vous allez bien vous retrouver, il n'y a pas de grands changements. C'est bon pour moi. Merci. Merci, mesdames. Donc, on va prendre encore une fois quelques questions concernant le volet connaissances. Et vous pourrez peut-être appuyer mon propos, mesdames, mais je recommande s'il y a des études, des projets, de la caractérisation à faire. Il y a beaucoup d'organismes de conservation qui ont ces capacités-là à l'interne. Ils ont des employés, des biologistes qui sont formés, qui pourraient vous offrir vous soutenir avec un service de consultation ou autre. Il y en a qui ont des techniciens de milieu naturel, etc. Donc, vous pouvez communiquer avec vos collègues pour trouver certains services. Question de M. Bessner. La mise à niveau aux normes et bonnes pratiques est-elle financée? Donc, le soutien... Non. Non, c'est vraiment, ça vise vraiment la priorisation de secteurs à protéger. Donc, c'est vraiment pour la protection des territoires. Donc, ça, c'est pas en lien avec ce que vous demandez comme financement. Si je peux faire une aparté, le renforcement des capacités est entre autres financé en soutien au RMN avec le projet FPOC. Et donc, vous pouvez passer par le RMN si vous avez des besoins particuliers. Le RMN va annoncer aussi incessamment la planification pour l'année 3 de soutien au renforcement des capacités avec des sessions one-to-one. Probablement, on va mettre en place un mentorat test et autres sessions de formation et d'apprentissage. Donc, M. Bessner et autres, vous pourrez communiquer avec le RMN. Une question de M. Gagnon. Les nouveaux guides de ces programmes sont-ils déjà en ligne? Tous les documents d'information sont en ligne. Protéger les habitats, il est adapté au PPMN. Maintenant, pour les 3 autres programmes dont j'ai parlé pour le volet acquisition de connaissances, c'est déjà essentiellement les mêmes activités, mais effectivement, ça va être à rajouter à très court terme. L'objectif est vraiment d'aller vers la protection d'habitat, c'est le critère de base. Et pour les modalités de financement jusqu'à 75 ça va être ajouté très bientôt. Mais comme la prochaine date de tombée est au mois d'octobre, ça nous laisse un petit peu le temps de le faire. Merci. Au niveau du travail des bénévoles en nature, est-ce que de mettre en place des réflexions, des travaux d'acquisition de connaissances concernant comme le volet un peu plus social ou le volet employé, le développement des capacités, est-ce que ça rentrerait dans des projets finançables? Ben, la contribution en nature n'est pas admissible en contrepartie là, dans les projets. Oui, c'est ça, mais oui, continue. Oui, ce que je m'en ai dit, c'est si par exemple,
l'organisme voudrait développer un programme de soutien aux bénévoles, etc. Ben, c'est pas dans le cadre du PPMN qu'il faudrait appliquer pour obtenir des fonds pour cela, malheureusement, mais parce que les fonds PPMN visent à la protection des territoires pour inscription au registre des aires protégées du Québec. Donc, acquisition de connaissances, c'est pour faire des inventaires sur le terrain ou des plans de conservation ou de la sensibilisation auprès de propriétaires à protéger les milieux. Donc, malheureusement, je ne crois pas que ça pourrait passer dans ce programme. Et initialement, ce que tu disais, c'était que le travail des bénévoles, vu que c'est une contribution nature à un organisme, ça peut pas être financé finalement. Exactement. Si c'était des bénévoles qui allaient sur le terrain pour faire les inventaires, par exemple, là, ben, le temps ne serait pas admissible là, en contrepartie. Okay. Par contre, toutes les dépenses afférentes à leur déplacement, compensation gaz, équipement, etc., pourraient l'être. Oui, si c'était payé par un autre financement que provincial, oui. Okay. La mise à jour d'un plan de conservation régionale existant est-elle admissible? La mise à jour d'un plan de conservation existant, oui, Ouais. oui, c'est admissible. Toujours dans le but d'en arriver à une protection officielle par la suite, non pas à la fin du projet, mais en cours de route. Il faut que ça soit l'objectif ultime du projet. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions concernant le volet connaissances? Sinon, on va poursuivre pour le dernier volet, réserve naturelle. Il y a encore quelques minutes. Et par la suite, on va se réserver encore une fois quelques minutes pour revenir sur l'ensemble des sujets qui ont été discutés aujourd'hui. Entre autres, il y avait une question sur le fonds de dotation et les servitudes et les acquisitions. Je vous pose une dernière question de Mme Mylène. Est-ce que les activités d'acquisition de connaissances doivent déboucher absolument sur une acquisition ou une servitude avant la fin du projet? Je pense que... Non, 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 non. Non, il faut que ce soit l'intention. Vas-y, Gwenaëlle. Vas-y. Ben, exactement ce que j'allais dire, là, Christine. Là. Donc, l'intention doit être là. Donc, on doit prioriser ces secteurs-là dans notre plan. On doit faire un inventaire dans le but d'aller le protéger, mais il n'y a pas de limite sur le temps là, dans lequel ça doit se faire. Oui. Concrètement, mettons, on parle d'un projet de conservation volontaire à laquelle on veut faire des cahiers du propriétaire. Il faut qu'on ait déjà en tête certaines propriétés à lesquelles on voudrait aller plus loin avec eux et qu'on sait que le propriétaire serait éventuellement intéressé ou même qu'il l'est déjà. Et que là, on se dit qu'on a des lettres engageantes pour le faire signer, pour faire une donation, une servitude réelle et d'être capable vraiment de dire qu'on va aller plus loin dans les degrés de protection et non pas juste dire qu'on fait de la sensibilisation générale. Il faut comme toujours avoir en arrière-pensée la protection dans le but d'en faire des aires protégées au Québec selon le registre. Parfait, merci. Donc, Gwenaëlle, je vous laisse poursuivre. Oui, merci. Donc, pour le volet réserve naturelle, il y a un montant disponible là, pour l'ensemble des organismes de conservation de 900 000 C'est pour soutenir financièrement les démarches menant à la reconnaissance de réserves naturelles en milieu privé. Peuvent cibler des terrains qui appartiennent aussi bien à des particuliers qu'à des organismes de conservation. Et il y a une aide maximum de 5 000 pour le paiement des ressources humaines et 20 000 pour le paiement des services professionnels. Donc, il n'y a pas d'application. Les projets de réserve admissibles déposés au MELCC auront la possibilité d'être financés suivant leur analyse par le MELCC. Donc, ce n'est pas CNC là, qui est impliqué dans l'analyse. Il faut simplement déposer à travers le même cycle habituel pour les réserves naturelles.
J'ai un petit mot, Gwenaëlle, 1 minute, si ça ne te dérange pas pour les réserves naturelles. Oui, Juste vous dire que maintenant que ça peut être soutenu par le ministère une fois que vous déposez, sachez que chez nous, c'est toujours admissible de le soutenir, vos démarches pour la réserve naturelle, mais vous avez peut-être moins besoin de le faire, considérant que maintenant, il y a cette ouverture-là du côté du ministère. Alors, si vous ne voulez pas dédoubler, nous, on n'a aucun problème, c'est toujours recevable, mais on sent moins le besoin de notre côté, puisque là, c'est comblé du côté du ministère de l'Environnement. merci. Donc, j'arrive à la fin, là. C'était juste pour dire qu'il y a encore 2 autres webinaires qui vont présenter le projet de partenariat pour les milieux naturels, le PPMN. Donc, un autre mardi prochain, le 18 mai à 11h30 pour expliquer les critères d'air protégé pour l'admissibilité des projets d'acquisition donnés par mon collègue Louis Belzile. Puis, il y en aura un autre le 25 mai à 11h30 qui présentera le volet intendance et mise en valeur donné par ma collègue Valérie René. Si vous souhaitez vous inscrire, allez sur le site du RMN. Où on a un super calendrier avec tous les événements à venir pour les prochaines semaines. Merci beaucoup, mesdames. Donc, encore une fois, on ouvre pour une courte période de questions. Si vous avez des questions sur les réserves naturelles qu'on vient de voir brièvement, ou sinon sur l'ensemble des sujets qui ont été abordés aujourd'hui, entre autres pour le volet protection-acquisition. On a parlé de connaissances, de projets d'acquisition, de connaissances, excusez-moi. Et j'avais une question pendant que je vous parle de M. Régent Dumas. Régent, est-ce que tu voudrais ouvrir ton micro? Tu m'avais demandé de prendre parole. Une fois, 2 fois, 3 fois. Régent. Il doit chercher son micro. Oui, est-ce que vous m'entendez? Bien sûr. Bonjour, oui. Régent. Bonjour. Ma question a déjà été répondue tantôt. C'était celle concernant le fonds de dotation. Si c'était les mêmes critères de détermination dans le cas de dons de servitude plutôt que de dons en plein titre ou acquisition de dons de servitude plutôt qu'en plein titre. Et j'ai compris que c'était les mêmes critères pour faire les calculs. Mais merci. Parfait. Merci, Régent. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Une question de M. Gagnon, je vous la lis. Le rapport de caractérisation écologique doit-il être fait par un professionnel indépendant ou est-ce possible de le réaliser à l'interne? Si on a l'expertise, bien sûr, on a mentionné tantôt certains organismes oui, ont un soutien. Oui, c'est possible de le réaliser à l'interne. Donc, les heures et les dépenses afférentes au RH sont admissibles. Parfait. Oui, le RMN a-t-il des outils qui expliquent les éléments importants à inclure dans la caractérisation? On a un, j'aurais aimé ça que Brice soit là, on a un plan de gestion qui existe. Je ne crois pas que dans la boîte à outils en ce moment, il y a une liste, un checklist, par exemple, d'éléments à inclure dans la caractérisation. Faudrait que je fasse la vérification, M. Gagnon, je pourrais vous revenir à cet effet-là. Sinon, ça serait bien intéressant d'en avoir une, effectivement. Je pense qu'il y a plusieurs organismes qui pourraient mettre à contribution des modèles là, de rapports de caractérisation en enlevant les données personnelles. On en voit des très beaux passer. Là. Merci. Effectivement, puis c'est ce qu'on fait habituellement. On le dépersonnalise pour éviter, puis on vous le rend disponible via la boîte à outils. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions concernant les 3 volets présentés par Mme Evan et Mme Bélanger aujourd'hui? Je repasse à travers les questions. Stéphane Tanguay. Stéphane, je t'ouvre ton micro si tu veux prendre parole. Je vois que tu as la main levée. Oui. On m'entend bien? Stéphane. Bien sûr. Salut. OK, alors je me demandais comment on fait pour aller chercher le financement du MEFCC quand on dépose pour une réserve. Mon dernier souvenir de déposer un projet de réserve naturelle, il n'y avait pas de section là, pour présenter des informations financières sur combien ça m'a coûté, tout ça. C'est présentement, les demandes ont déjà, on fait une demande de réserve naturelle. Il n'y a pas de montant. C'est une fois que le projet est analysé,
que là, c'est disponible. Là. Donc, c'est là que vous dites, ben, j'ai dépensé tant, puis on établit là, combien on peut rembourser là, à l'intérieur des dates admissibles là, rétroactivement. Qu'est-ce qui veut dire qu'un projet analysé, c'est quand on obtient une réponse positive au bout de 2-3 ans? Oui. OK. Parfait, merci. OK, d'abord, vous reviendrez nous voir un petit peu. Merci, Stéphane. On lit entre les lignes. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Mme Evan ou Mme Bélanger? Une fois, 2 fois, 3 fois. Gwenaëlle, si tu voudrais remettre la diapo précédente, peut-être avec les dates pour les prochaines sessions, on pourrait se laisser sur ce rappel. Voilà. On regarde, je veux juste être certaine qu'il n'y ait plus rien qui est laissé dans l'oubli. Sinon, tout le monde, on se donne rendez-vous effectivement le 18 mai, donc dès mardi prochain, avec une autre session animée, entre autres, par Conservation de la Nature Canada et les partenaires qui peuvent venir en soutien, entre autres la Fondation de la Faune du Québec, Corridor Appalachien, Nature Action Québec, qui ont travaillé sur ce projet avec CNC et le RMN. Donc, mardi prochain, le 18, le 25 mai, une dernière session concernant le projet de partenariat pour les milieux naturels et je me permets aussi de prendre quelques instants pour vous inviter au Midi Conservation mensuel du RMN, donc pour le mois de mai, cette fois-ci, ça aura lieu le 26 mai avec la présentation du PEX-BED, donc le programme d'excellence pour la biodiversité qui vient tout juste d'être lancé par Réseau Environnement. Donc, Mme Ban va venir nous présenter le projet, le programme et les différents aspects de travail, la biodiversité pour les municipalités. Donc, je vous invite à vous inscrire. Et il faut mentionner, bien sûr, l'AGA du RMN le 20 mai prochain, qui va être précédé d'un rendez-vous RMN pour les membres ayant comme sujet le fonds de dotation. Donc, c'est toujours un sujet qui amène beaucoup de questions et comme on vient de voir aujourd'hui, qui amène aussi beaucoup de satisfaction à entendre qu'il n'y a pas de plafond puis qu'on peut aller chercher un soutien à travers ce programme-là. Donc, félicitations et merci beaucoup. Et sur ça, je vous quitte et on se dit à mardi prochain. Merci Gwenaëlle, merci Christine. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Bye à tout le monde.